C'est un grand honneur pour moi d'être ici pour parler avec Henri Laurence de la question de Palestine. Alors évidemment, Henri Laurence, on ne le présente plus. Je vais le présenter quand même. Il est titulaire depuis 2003 de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Il a dirigé le Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, le CERMOC, à Beyrouth. Puis il a été directeur scientifique de l'Institut français du Proche-Orient. Et outre la question de Palestine, dont il va présenter le 5e tome aujourd'hui, Henri Laurence est l'auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels, j'en rappelle juste quelques-uns, L'Orient arabe à l'heure américaine, Les Orientales en 3 volumes. Et il a aussi consacré une partie assez importante de son activité à l'explication de ses recherches à un public plus large, à travers de nombreuses conférences et aussi des manuels comme Paix et guerre au Moyen-Orient, l'Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours. Donc avant de lui laisser la parole, je vais rapidement dire quelques mots des précédents volumes de la question de Palestine, qui est quand même une somme de plus de 4000 pages qui a été entamée il y a 20 ans maintenant. Le premier volume commence avec l'arrivée des armées de Bonaparte en Palestine en 1799. Cette arrivée d'un corps d'armée français inaugure un processus de redécouverte de la Terre Sainte par les puissances européennes. Et vous avez ce territoire sous souveraineté ottomane qui devient petit à petit un enjeu diplomatique pour les Européens, puis, avec la Première Guerre mondiale, un enjeu stratégique. Parallèlement à ça, la montée de l'antisémitisme en Europe favorise l'émergence d'une réflexion nationaliste dont le sionisme sera la forme la plus radicale. Et vous avez ce volume qui s'achève sur la ratification par la SDN du mandat britannique sur la Palestine, avec la contradiction qui apparaît déjà des engagements pris par les Britanniques vis-à-vis d'une part des populations arabes, d'autre part des populations juives. Le tome suivant couvre l'époque de la Palestine du mandat britannique, donc de 1922 à 1947. Le troisième retrace la période qui va de la naissance de l'État d'Israël avec le nombre important de réfugiés palestiniens que cette naissance génère. Donc de 1948 à la veille de la guerre des 6 jours en 1967, dans un contexte international qui est celui du déclin de l'emprise européenne sur la région, un déclin qui est confirmé avec la crise de Suez en 1956, et dans un contexte régional qui est celui d'un rejet par les pays arabes du nouvel État israélien, puisqu'ils estiment qu'il a été créé avec un accord occidental à leurs dépens. Mais pendant ce temps, le devenir des Palestiniens tarde à être pris en compte de manière spécifique, que ce soit par les instances internationales ou par les voisins arabes. L'avant-dernier volume analyse une période décisive qui est celle de 1967 à 1982, au cours de laquelle le conflit israélo-arabe atteint son apogée. Vous avez la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour en 1973, la guerre civile libanaise qui démarre en 1975, et le tome 5 dont on va parler aujourd'hui qui couvre la période qui va de juin 1982 à 2001. Le volume s'ouvre sur les combats qui opposent à Beyrouth les milices chrétiennes, les combattants de l'OLP, des soldats syriens et israéliens, suite à l'invasion israélienne du Liban qui a été initiée par Ariel Sharon à l'été 82. Donc vous couvrez les 20 ans au cours desquels le conflit devient moins arabe et plus spécifiquement palestinien. Vous parlez dans votre ouvrage de première guerre israélo-palestinienne. Et cette période de 20 ans s'achève sur l'échec des négociations de Taba en Égypte en janvier 2001. Donc si ces 20 ans sont marqués par de très nombreuses violences en Israël et dans les territoires palestiniens, c'est aussi la période de la mise en place du processus d'Oslo, le processus de paix qui s'engage à partir de la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'OLP. Donc pour commencer, je voudrais revenir sur cette approche chronologique extrêmement détaillée qui vous a permis de faire apparaître très clairement la situation au jour le jour, en montrant chaque fois comment toutes les options étaient ouvertes, les avancées, les revirements, les points d'achoppement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette méthode-là et puis les éventuelles occasions manquées pour la paix? Merci Isabelle. Oui, l'historien a toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il connaît déjà la fin, sauf quand il fait de l'histoire immédiate. Il construit toujours son discours pour arriver à la situation telle qu'elle s'est réellement produite. C'est pour ça que je dis en général que les historiens sont excellents à prédire le passé, puisqu'ils trouvent tous les signes qui annoncent ce qui s'est passé une fois que les choses se sont passées. Évidemment, s'ils pouvaient énoncer l'avenir, ils ne seraient pas historiens, ils se mettraient à la bourse. Donc, en ce qui me concerne, il m'a fallu reprendre tout le travail et littéralement, mais c'était déjà le cas pour les volumes précédents, au jour le jour, puisque ma méthode consiste
à faire des fichiers par jour. Le 1er août, il y a eu ceci, le 2 août, il y a eu ceci, le 3 août, il y a eu ceci, etc. Ceci parce que depuis longtemps, j'ai eu l'intuition que je partageais avec mon grand ami malheureusement assassiné, Samir Kassir, que l'histoire du Proche-Orient ne se comprend que par des séquences historiques qui sont intelligibles mais courtes, de quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Ce qui donne l'impression que le Proche-Orient est compliqué, ce qui donne l'impression d'incompréhension aux gens, c'est que vous avez une succession accélérée de séquences qui paraissent contradictoires les unes par rapport aux autres, mais si vous examinez chaque séquence, elles sont tout à fait rationnelles dans leur développement. Et puis, dans certains cas, vous avez des séquences parallèles, un peu, vous savez, comme dans le Napoléon d'Abel Gans, où à des moments l'écran se scinde en plusieurs scènes distinctes pour montrer la simultanéité des événements. Et puis je dois dire que ce 5e volume est aussi une Madeleine de Proust pour moi, puisque comme ça touche à une période où j'étais actif et présent sur le terrain ou en France, eh ben, à chaque page ou presque, je me disais à un moment quand je rédigeais, mais qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Donc, c'est rempli de souvenirs. Enfin, pour moi, évidemment, je n'aimais pas dans le texte, sauf 2 ou 3 fois, j'ai dit, j'étais là, donc j'ai vu. Mais c'est très rare dans mon livre. Mais justement, il y a aussi, ça vous a permis de recueillir des témoignages. J'allais vous poser une question sur les documents, les témoignages, enfin toutes vos sources. Et je sais qu'il y en a que vous avez de première main précisément parce que vous étiez là-bas. Mais pour revenir à ces options ouvertes, justement, est-ce que d'après vous, il y a eu une, deux, plusieurs occasions manquées dans cette période-là de faire la paix? Ah, tu attaques bille en tête sur la phase d'Oslo. Soyons clairs, je pense que les Palestiniens espéraient la paix. Et ils espéraient une paix décente et digne pour eux. Et je crois que les Israéliens ont été incapables de le leur proposer dans la mesure où faire la paix avec les Palestiniens, c'est renoncer quelque part aux projets sionistes, c'est-à-dire à ceux qui constituent leur identité politique propre. Alors, dans la période d'Oslo, ensuite, on peut scinder, encore une fois, par des mini-séquences et puis des séquences plus longues. Oui, mon grand ami qui était diplomate et qui était présent à Tabat, était revenant de Tabat, nous avait dit que Tabat n'était pas un échec, mais un non-achèvement. On avait un peu rigolé à l'époque en disant voici encore une langue de bois diplomatique, mais on est passé quand même relativement près. Et puis ensuite, malheureusement, mais ça c'est postérieur, il n'y aura pas de tome 6 pour l'instant, on s'est de nouveau très éloigné. Alors, avant qu'on arrive justement à Tabat, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les sources que vous avez utilisées et puis, à partir de ces sources, nous rappeler comment vous avez justement retracé l'évolution de ces deux logiques opposées, qui étaient d'un côté la situation sur le terrain, de l'autre les initiatives diplomatiques, puisque vous faites apparaître côté palestinien un attachement légaliste aux résolutions de l'ONU et au droit international, et du côté israélien, avec les gouvernements travaillistes successifs, plutôt la mise en avant d'une forme de pragmatisme qui leur a fait chercher des solutions fonctionnelles en évitant de s'avancer sur des principes générateurs de droits souverains pour les Palestiniens. Oui, alors, comme on dit, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, donc c'est une catastrophe pour les historiens. Les peuples malheureux, ils ont une histoire et ils ont des tas d'historiens ou des tas de gens qui travaillent sur eux en permanence. Donc, ça permet d'élaborer une très importante documentation. Et ça, c'est le cas quand on travaille dans ce qui est à la fois l'histoire du temps présent, voire de l'histoire
immédiate, c'est-à-dire que la documentation elle-même reproduit le fonctionnement de la mise en sens de cette histoire. Un événement, ce n'est pas l'historien qui le définit comme tel dans la société d'aujourd'hui, c'est évidemment la presse, etc. Les agences de presse, tous ceux qui nous arrivent à chaque seconde aujourd'hui dans nos systèmes d'information hyper fonctionnels. Donc, on a une première rafale qui est l'information du jour. Et donc, j'ai évidemment utilisé la presse extrêmement abondamment. Vous avez déjà, au bout d'une semaine, une seconde mise en sens de la nouvelle qui sont celles des hebdomadaires, voire ensuite des mensuels. Et puis ensuite, à quelques mois de distance, vous avez la mise en place, enfin l'arrivée de deux espèces distinctes, même si elles s'entrecroisent. D'un côté, le journaliste d'investigation qui essaye de restituer ce qui s'est passé il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois, etc. Et puis, de l'autre côté, les enquêteurs des sciences sociales qui travaillent dans une perspective, entre guillemets, plus théorique que celle des journalistes d'investigation qui s'intéressent plus au jeu des représentations, des structures sociales, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se produit en permanence sur n'importe quel sujet, pas seulement sur la Palestine. Pensez simplement à la sortie d'ouvrages sur les attentats qui ont lieu en France l'année dernière, et vous voyez cette succession de gradations. Et puis arrive après les journalistes d'investigation, les historiens eux-mêmes, donc c'est moi en particulier, dans le cas présent. Et puis la dernière arrivée, c'est les archives, en général sur une règle de 30 ans. Donc pour l'année 82, j'avais encore des archives qui m'étaient ouvertes, et puis ensuite c'était fini. Donc mes sources sont simplement celles qui permettent d'élaborer un savoir sur la question de Palestine. Et puis bon, évidemment, cette période-là, je l'ai vécue. Donc j'ai des souvenirs de savoir comment les gens ont perçu telle ou telle chose, et puis éventuellement, je me suis retrouvé à tel endroit qui était directement connecté à ce moment-là. Alors là, c'est vraiment un livre, si vous voulez, je dirais, en caricaturant, qui est de l'histoire du temps présent, qui tend à devenir de l'histoire immédiate à la fin. Et puis, vous avez l'arrivée d'un gros bonhomme à la fin du livre, qui est l'Internet. Parce que c'est à partir du milieu des années 90 que les sources numériques commencent à arriver en masse. Donc, quand je m'arrête à 2001, c'est le début. Si je faisais un 6e volume, l'essentiel viendrait de ressources numériques. Et peut-être qu'il y aurait une immense quantité de choses à brasser, enfin beaucoup plus qu'avant. Toujours la même chose, parce que malheureusement, il y a beaucoup de répétitions. Et alors justement, sur ces deux logiques qui s'opposent, que sont les initiatives diplomatiques d'un côté, la situation sur le terrain de l'autre, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction dans la position israélienne qui, d'un côté, se garde un petit peu de s'engager dans quelque chose qui pourrait déboucher sur du droit souverain pour les Palestiniens, et en même temps n'a pas l'intention de les gouverner à terme? On est toujours sur la base de la fameuse phrase de Levi Eshkol, qui était le premier ministre israélien en 1967. On a la dot et la fiancée, on voudrait conserver la dot et se débarrasser de la fiancée. Toute l'histoire depuis 67, c'est comment essayer de se débarrasser de cette fiancée qui est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, qui revient toujours dans les doigts de la main, etc. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Alors évidemment, pour comprendre la séquence après 82, il faut revenir toujours un petit peu en arrière pour expliquer pourquoi il y a un processus de paix.
la révolution palestinienne, telle qu'elle s'est faite à la fin des années 60, s'est faite sur le slogan de la lutte armée comme seul moyen de libérer la Palestine, mais la direction palestinienne avait parfaitement compris que jamais ils auraient les moyens militaires de libérer la Palestine. Et d'ailleurs, c'est ce que Nasser avait expliqué à Arafat peu de temps avant sa mort à lui, Nasser, pas celle d'Arafat, que, ben, mon cher, un jour ou l'autre, tu seras bien obligé de traiter avec eux. Donc, pour la direction palestinienne, il fallait arriver à pouvoir élaborer un programme de solution politique qui soit compatible avec les intérêts vitaux des Palestiniens, compte tenu, alors là, et ça c'est à mon avis l'essence du problème, et c'est plus sérieux que le sparadrap du capitaine Haddock, c'est que les Israéliens ont pour eux la force et les Palestiniens ont pour eux le droit. Et que le problème des Israéliens, c'est qu'ils ne peuvent pas arriver à transformer la force en droit. Et le problème des Palestiniens, c'est qu'ils ne peuvent pas transformer le droit en force. Avec une conclusion pascalienne à cet énoncé. C'est aussi dans Rousseau, dans le contrat social, à l'opposition du droit de la force, puisque la loi apparaît quand la force, pour se maintenir, doit se transformer en droit. Donc, ça, c'est la carte ultime des Palestiniens. Sans eux, il n'y aura pas de droit possible. Et donc, à partir de là, se construit cette chose tout à fait bancale du processus de paix, avec toutes les attentes des uns et des autres. Les Palestiniens considèrent qu'ils ont fait l'essentiel des sacrifices en acceptant Israël dans les limites antérieures au 4 juin 1967, tandis que les Israéliens considèrent, bon, Gaza, oui, ils sont prêts à abandonner Gaza dès le départ, et c'est dans leur calcul, mais en revanche, il reste l'idée d'une Cisjordanie où serait bien présent, en particulier, ce qui ne serait même pas nécessairement un État palestinien, serait une enclave dans un territoire israélien, et enfin la question de Jérusalem elle-même. Et à la fois la force et le défaut d'Oslo, et là, c'est que ceux qui ont fait la conception d'Oslo sont partis de l'idée qu'il était impossible de régler la totalité des dossiers maintenant, et que donc on construirait un modus vivendi entre Israéliens et Palestiniens temporaire, et ensuite on aboutirait au bout de 5 ans à une négociation finale. Sauf qu'entre-temps, sur le terrain, la situation évoluait de telle manière que cette négociation devenait de plus en plus compliquée. Oui, parce que justement, tu ne peux pas créer des relations de confiance si tu renvoies à la fin le règlement des questions finales. Et je crois qu'extrêmement sincèrement, les Israéliens croyaient que les Palestiniens seraient prêts à abandonner entre le quart ou le tiers de la Cisjordanie, dans la définition israélienne de la Cisjordanie, parce que c'est encore plus compliqué que cela, parce que quand on vous parle des pourcentages, on ne sait jamais des pourcentages de quoi. Et les fameuses zones A, B, C. Non. Quand les Israéliens parlent de pourcentage de la Cisjordanie, ils ne prennent pas en compte Jérusalem et sa région, et ils ne prennent pas en compte les mini-annexions qu'ils ont fait dans la vallée du Latroun, ce qui fait que quand ils disent 90%, ça peut remonter à 94% ou 85%. Parce que les Palestiniens parlent d'une Cisjordanie qui n'a pas la même taille que la Cisjordanie des Israéliens, donc ça fait partie des ambiguïtés. Et de toute façon, ils n'ont pas négocié ils n'ont jamais négocié avec des cartes, parce que jusqu'au bout, les Israéliens refusaient de donner la carte. Et donc, on restait toujours au niveau des principes. Donc, de ce point de vue, c'était pas bon.
Et je crois que la mort de Rabin, parce que Rabin pensait qu'il allait annexer le tiers de la Cisjordanie, il l'a dit peu de temps avant sa mort, et le fait que Shimon Peres n'ait pas eu le temps de négocier parce qu'il a perdu les élections dans la foulée, a fait que le retour au réel a tardé. Netanyahou, paradoxalement, a retardé le retour au réel, parce que comme il a suspendu la négociation réelle, les Israéliens n'ont pas eu le temps de réfléchir à la réalité. Puis ensuite, on a les dysfonctionnements des deux parties. Du côté israélien, le système israélien est une passoire d'information permanente. C'est-à-dire que toute discussion politique, y compris au Conseil des ministres israéliens, y compris dans la haute bureaucratie israélienne, et dans la presse israélienne d'entre 6 et 12 heures après, sauf quand il s'agit du nucléaire. Où là, si quelqu'un dit le mot bombe, il est en tôle tout de suite. Mais en dehors du mot nucléaire, les équipes de négociateurs israéliens ne pouvaient pas préparer les dossiers, puisque tout dossier dans lequel ils énonceraient une proposition X, Y ou Z serait dans la presse israélienne dans les jours qui suivent, qui aurait provoqué un scandale, l'opposition s'en serait saisie, etc. Quand du côté palestinien, Leïla m'excusera, disons que ce n'est qu'extrêmement tardivement qu'ils ont mis au point des vraies équipes d'experts préparant sérieusement les dossiers, ce qui fait que quand on arrive à la négociation finale, personne n'a un dossier prêt. Comme les Américains sont eux-mêmes de leur côté totalement pagailleux, je crois qu'on a vu la négociation la plus mal engagée de l'histoire, en tout cas contemporaine, en 2000. Alors justement, vous faites percevoir assez clairement l'importance du facteur humain dans ces négociations, tant côté palestinien que israélien, puis il y a les autres acteurs internationaux sur lesquels vous allez peut-être revenir. Moi, j'ai été frappée à la lecture sinon des liens, du moins d'une forme de compréhension commune à laquelle certains des négociateurs avaient fini par arriver. Vous racontez à un moment donné qu'ils commencent un petit peu quand même à se demander des nouvelles de leurs familles respectives, des choses comme ça. Dans le cadre de ces occasions qui peut-être auraient pu aboutir et qui sont manquées, qu'est-ce qui fait finalement qu'il y a eu une rupture de la confiance politique définitive ? Il y a... Bon, les négociateurs, eux, ils se connaissent, ils ont négocié, c'est à peu près les mêmes équipes des deux côtés qui ont négocié de 1993 à 2000, donc on demande des nouvelles de la famille et éventuellement les enfants des uns et des autres sortent ensemble le soir prendre un verre. Ah, quand même. Mais ça n'empêche pas que chacun, ce sont des professionnels de la politique qui défendent des intérêts de ce point de vue. Puis il y a les Américains. Alors là, d'abord, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel. Il y a que les Américains à croire que les autres s'en étaient pas aperçus. C'est que la quasi-totalité de la délégation américaine chargée des négociations est composée de juifs américains ou de juifs devenus américains, puisqu'il y a un Australien qui est devenu américain dans l'intervalle. Alors, pour les Arabes qui négocient avec eux, c'est évident qu'ils sont des Américains, mais ils sont aussi des Juifs. Et eux ne se rendent pas compte qu'on les considère comme Juifs. Ils trouvent que ça, c'est absolument scandaleux. En plus, ces Juifs américains sont traités de traîtres par la droite israélienne, de Juifs de cour, etc. Donc, ils sont pris un peu entre deux feux. Mais soyons clairs, quand on va négocier sur des lieux saints, vous avez une délégation américaine, en dehors évidemment de Clinton, et même Madame Albright, c'est compliqué parce qu'elle a découvert qu'elle était d'origine juive au moment où elle est devenue secrétaire d'État. Oui, parce que ses parents ne lui avaient pas dit. Ses parents étaient tchèques, ils sont immigrés en Amérique et ils ont abandonné leur identité juive en immigrant en Amérique. Et c'est en découvrant, en étant nommé secrétaire d'État, que Madeleine Albright a découvert que ses grands-parents étaient juifs. Donc, vous avez des Américains
qui sont juifs. Le seul arabe de la délégation américaine est le traducteur, et c'est un chrétien. De l'autre côté, vous avez des musulmans et des chrétiens, mais essentiellement des musulmans. Et à des moments, il y a des chocs de culture, d'impréhension des choses, surtout quand on commence à parler de la ville sainte. Alors évidemment, les Américains, Clinton, ben, c'est un baptiste du Sud, hein, donc quelqu'un qui est produit des écoles de dimanche, on appellerait ça, nous, le catéchisme. Et il a une vision biblique des choses. Et puis, alors, il ne comprend pas qu'Arafat nous dise qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem. Bon, il faut dire qu'il est un peu confus, Arafat, dans ses explications, puisqu'il dit des choses contradictoires, mais ça, il en avait l'habitude. Puisqu'il dit d'abord que le temple était un aplos, c'est-à-dire qu'il confond les Juifs et les Samaritains. Mais Clinton ne sait pas que c'est ce qu'est un Samaritain, parce qu'il ne connaît des Samaritains que le bon Samaritain de la Bible. Ensuite, Arafat lui dit que de toute façon, le temple était en Arabie, parce que Arafat a lu Kamal Salibi, qui est un historien arabe, qui avait essayé de prétendre que la Bible s'était située en Arabie et pas en Palestine. Là encore, c'est un domaine incompréhensible. Et puis chacun va sortir de la critique historique, mais sans connaître les travaux réels des historiens sur le sujet. Mais justement, vous dites que le conflit n'est pas du tout une guerre de religion, mais que la religion nourrit un petit peu les nationalismes qui s'affrontent sur des questions territoriales. Et donc justement, outre Jérusalem, est-ce qu'il y a d'autres... et autour de Jérusalem, quelle est la symbolique des lieux De toute façon, il y a Hébron, le tombeau des patriarches, qui est un facteur de violence permanente. C'est qu'il faut voir, soyons clairs, en Palestine, tout ce qui est religieux et politique. Si vous ne faites pas, enfin, vous n'avez pas cette règle à l'esprit, vous êtes obligé de vous introduire des distinctions que les acteurs, eux, ne font pas. Les Israéliens ont une lecture politique de la Bible, les musulmans ont une lecture politique du Coran, et ainsi de suite. Et d'autre part, dans la région, il n'y a pas de distinction entre le sacré religieux et le sacré national. Vous savez, en France, vous avez un sacré religieux, Notre-Dame, Reims, etc., Jeanne d'Arc. Et puis, vous avez un sacré laïque, l'Arc de Triomphe, les Invalides, les monuments aux morts de toutes les communes de France, et ainsi de suite. En Palestine-Israël, il n'y a pas cette distinction. Quand on parle du mont du Temple ou de l'esplanade des mosquées, on parle d'un lieu qui est aussi sacré du point de vue religieux que du point de vue national. Et pour les uns comme pour les autres. Et donc, à partir de là, bien évidemment, il est très difficile de transiger dès que l'on a du sacré. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'Abel Gans et des trois panneaux. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les principaux lieux dans lesquels se joue le conflit dans cette période-là? Il y a une grande partie de votre livre qui se passe au Liban, à Beyrouth. Ça se passe évidemment aussi dans les territoires palestiniens et en Israël. Comment tout ça s'articule? C'est l'autre mouvement du livre. Comment un mouvement d'indépendance nationale né dans une diaspora revient s'installer sur sa terre d'origine. C'est quelque chose de relativement exceptionnel dans la mesure où, certes, d'autres mouvements nationaux ont pu exister de cette forme, mais pas dans une telle durée temporelle. Les Algériens qui étaient en Tunisie, ils sont rentrés en 62 en Algérie, ils avaient 8 ans de guerre, tandis que là, on compte ça en décennies. Et donc, derrière Oslo, il y a une opération d'une complexité extraordinaire qui est celle d'un ensemble de forces politiques et d'institutions qui se sont construites dans la diaspora et qui reviennent prendre racine dans l'espace intérieur. Alors, bien évidemment, il y avait communauté de cœur
entre les Palestiniens de l'intérieur et les Palestiniens de l'extérieur, mais ils ne se connaissaient pas. Il y a une différence d'expérience. Non, c'est une division du monde, etc. Donc, il a fallu tout l'art manœuvrier d'Arafat, en quelque sorte, en jouant sur les uns et sur les autres par des multiples procédés, à réacclimater l'OLP et le Fatah dans les territoires occupés et lui donner une racine sur place, puisque sur place, il y avait 3 décennies de répression israélienne. Et il n'y avait pas d'institution. Il faut bien comprendre que l'un des problèmes d'Oslo, c'est qu'en Palestine, il n'y avait pas d'entreprise de plus de 20 employés, puisque les Israéliens empêchaient pratiquement tout développement économique des territoires. Et brusquement, l'aide internationale injecte des milliards de dollars pour construire une économie théoriquement indépendante. Donc, là encore, la transformation en cours est absolument colossale. Alors, bon, Arafat, en tant que manœuvrier, a réussi à peu près à faire la synthèse entre les gens sur place et les gens du retour. Même si ça n'a pas été sans créer un certain nombre de tensions. Alors, on peut contester beaucoup de choses de l'héritage d'Arafat, de l'héritage d'Oslo, etc. Mais l'héritage, c'est quand même ce retour sur le point de vue institutionnel et de réinstallation, même si une bonne partie des gens de l'OLP n'ont pas pu faire le retour, puisque Israël fixait le nombre de personnes et l'identité des personnes qui avaient le droit au retour. Donc, derrière ce qui est vrai, le clientélisme, la corruption, le côté manœuvrier, il y a ça. Et puis l'autre problème d'Arafat, c'est qu'au départ, il avait construit son projet sur la base de l'indépendance de décision palestinienne par rapport aux États arabes, et il avait obtenu la formule clé en 1974 que l'OLP était la seule et unique représentante du peuple palestinien. Mais quand il arrive en Palestine, il y a le Hamas qui lui dénie cette représentativité. Et Arafat donc se retrouve de nouveau dans le problème qu'il avait eu à la fin des années 60, que faire face à une opposition. Et il avait refusé, il n'en avait pas les moyens, mais je pense qu'il n'en avait pas aussi la volonté, il a refusé de faire une guerre civile. Et donc, à partir du moment où il refusait de faire une guerre civile, il devait manœuvrer en permanence entre les Israéliens, le Hamas, les forces sociales de la Palestine, etc., etc. Et comme c'était un très fin manœuvrier, il a réussi. Mais du coup, pour les autres, il donnait l'impression de se rétracter, de dire le contraire de ce qu'il avait dit la veille, et ainsi de suite. Mais fondamentalement, je pense qu'il s'est toujours refusé à la guerre civile, et on a vu d'ailleurs qu'il a suffi qu'il meure pour que quelques mois après, la guerre civile qu'il avait cherché toute sa vie à éviter se produise, et qui rétrospectivement montre l'importance de son génie manœuvrier, et éventuellement l'absence de génie manœuvrier de ses successeurs, mais ça c'est un autre problème. Justement, c'était une des questions que je voulais vous poser, puisque évidemment Arafat est la figure centrale de ces 20 ans. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de leadership palestinien? Quels sont les successeurs d'Arafat? Quel héritage, enfin, est-ce que l'héritage qu'il a voulu laisser, est-ce qu'il en reste encore quelque chose? C'est difficile. D'abord, j'ai pas écrit le tome 6, donc je suis pas au courant. Donc là, bon, moi, ce que je pense fondamentalement, si Arafat avait été vivant, il n'y aurait pas eu de scission Hamas, Gaza, Cisjordanie, Fatah.
Donc ça, évidemment, la totalité des successeurs d'Arafat, aussi bien du côté Hamas que du côté Fatah, portent la responsabilité de la scission. Bon, ensuite, Abou Mazen, Mahmoud Abbas, on doit lui reconnaître une très grande cohérence de discours depuis longtemps. La politique qu'il mène aujourd'hui, il l'a toujours énoncé, il y a des décennies, bien en avant de maintenant. On ne peut donc pas l'accuser de ne pas être cohérent avec les prises de position qu'il avait du vivant d'Arafat et même du vivant de la diaspora, si j'ose dire, avant le retour en Palestine. Pour le reste, il est dans une situation extrêmement inconfortable entre le marteau et l'enclume, etc. Bon, il y a des gens, je ne dis pas nécessairement très bien, mais disons qu'il y a une nouvelle génération de Palestiniens, puisque M. Abou Mazen n'est plus très jeune. Et donc, il y a une génération de Palestiniens qui est là en arrière, enfin qu'on connaît bien parce qu'on l'a déjà vu en action depuis longtemps. Bon, c'est elle qui portera certainement l'avenir, mais je suis incapable de vous dire qui sera là dans cette génération, qui prendra le pouvoir, qui dynamisera ou qui dynamisera. Bon, on a des surprises si vous suivez l'actualité palestinienne. Mohamed Darlan, qui était l'ennemi mortel du Hamas, c'est aujourd'hui flirte avec le même Hamas, dans l'idée que dans le cadre de la future succession, il pourrait se trouver en bonne position parce que paradoxalement, il peut dialoguer en tant que quelqu'un de Gaza avec le Hamas. Mais ça, c'est une hypothèse. Hein. Déjà, la prédiction du passé, ça me suffit. Alors justement, vous disiez, vous n'avez pas encore écrit le tome 6. Vous avez aussi évoqué une difficulté au niveau des sources, par exemple pour les négociations plus récentes, comme en 2007-2008. À votre avis, combien de temps doit passer avant que cette période devienne un objet pour l'historien à partir de 2001 ? Il y a un problème de source parce que les Palestiniens ont cessé de passionner les gens. Et donc, il y a beaucoup moins de travaux les concernant. Alors que sur la période des années 90, vous avez de remarquables ouvrages de journalisme d'investigation. Sur la période postérieure à, disons, à 2002-2003, il n'y a pratiquement plus de bon travail d'investigation. Donc, on a ce qu'on a appelé les Palestine Leaks qui ont donné, mais des extraits bien choisis d'un certain nombre de négociations entre Israéliens et Palestiniens dans les années 2008, avec Paul Mertz, Tzipi Livni, etc. Mais comme on n'a pas la totalité du dossier, on peut se poser la question de savoir si le choix n'est pas partial ou partiel des documents. Donc, on a une extraordinaire documentation au jour le jour de la presse, avec des remarquables articles de presse, en particulier sur l'Internet aujourd'hui. Vous avez vraiment des sites spécialisés qui vous produisent des informations de très haute qualité. Je pense par exemple à un site comme le Monitor, qui donne sur l'ensemble du Moyen-Orient des informations absolument formidables. Mais vous n'avez pas les dossiers d'archives, vous n'avez pas le journaliste d'investigation, vous n'avez pas celui qui a passé des mois d'un acteur à un autre pour retirer des confidences. Charles Anderlin n'a pas écrit des volumes supplémentaires, et ainsi de suite. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je n'écris pas pour l'instant le tome 6, parce que là, il y a des lacunes lourdes de documentation sur des choses essentielles. Autant je peux dire, ben voilà, le 23 juillet, Clinton a dit que, 2000, mais je ne peux pas dire, en 2008, Mahmoud Abbas a dit que, parce que je n'ai pas la doc. Alors, pour terminer, avant de peut-être passer la parole à la salle pour les questions, on en arrive à 2001 et puis à aujourd'hui un petit peu. Je sais que vous allez en parler demain, je crois.
On parle beaucoup en ce moment des 100 ans des accords Sykes-Picot. Simplement, est-ce que c'est encore le cadre qui définit les crises du Moyen-Orient aujourd'hui? Et évidemment, en particulier, est-ce que ça s'applique encore? Est-ce que ça s'applique à la question de Palestine? Sykes-Picot prévoyait une Palestine internationalisée qui était plus le Sanjak de Jérusalem que la Palestine dite mandataire. Donc évidemment, c'est très loin. Pour l'après-guerre, c'est San Remo, et au-delà de ça, donc avril 1920, et surtout juillet 22, l'acceptation par la Société des Nations de la charte du mandat sur la Palestine, qui sont les textes de référence. Alors, pour un côté plus vaste de la question, est-ce que le cadre territorial tel qu'il s'est construit au Moyen-Orient durant le premier après-guerre va-t-il durer? Moi, je pense que oui. D'abord parce qu'il y a une certaine hypocrisie du côté arabe de se plaindre de ce cadre alors que globalement les gens s'y sont accommodés. Ensuite, d'un côté, ils disent ces affreux occidentaux coloniaux nous ont séparés, et de l'autre côté, ils nous disent mais ils veulent encore nous diviser encore en plus petits morceaux. Donc, quand ils disent qu'ils veulent nous diviser encore en plus petits morceaux, ils veulent s'accrocher au cadre dit Sykes-Picot, qui n'est pas Sykes-Picot, mais donc celui des années 1920. Et puis, je crois que justement, la dimension palestinienne fait que le cadre territorial des années 20 s'est complètement figé. C'est-à-dire, si vous voulez, quand les réfugiés palestiniens arrivent en 1948-49 dans les autres États arabes, ce sont des étrangers. Eux se considèrent comme des étrangers parce qu'ils se considèrent comme Palestiniens et non pas comme Libanais, Syriens et autres. Et les autres les considèrent comme des Palestiniens et pas comme des Syriens, des Libanais, des Égyptiens, etc. Donc 1948 est la démonstration que le cadre territorial qui datait de moins de 30 ans avait déjà été suffisamment élaboré pour que les uns et les autres soient devenus des étrangers. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, 50 ans après, 60 ans après, même 70 ans après, j'y arrive, 70 ans après, ce cadre est loin de s'être affaibli, c'est plutôt encore renforcé. Alors bon, ceux qui travaillent sur les solutions politiques envisagent, je pense, raisonnable qu'en effet, les formules de centralisme autoritaire arabe ont vécu et que très probablement, on doit aller vers des formes plus décentralisées d'organisation de l'espace et des territoires. Mais bon, on est malheureusement encore très loin des solutions politiques. Mais avec ce qui se passe avec l'État islamique, est-ce que ça, qui chamboule quand même un petit peu ces frontières, même si je sais que vous pensez que c'est quelque chose de temporaire, est-ce que, en tout cas, par rapport à la question de Palestine, ça ne risque pas d'éclipser durablement et l'intérêt et l'avancement de cette question-là? C'est deux choses. Bon, l'État islamique n'abolit pas les frontières. Hein. Toute la direction de l'État islamique est irakienne. Et les Syriens sont que des second ou troisième couteaux dans l'État islamique. Donc l'abolition des frontières, c'est de la foutaise. Pour ce qui est plus concernant, c'est le discours, oui, bon, on met les Palestiniens une nouvelle fois une icebox, comme on disait à l'époque de Nasser, dans la glacière, parce qu'on a d'autres sujets importants à traiter. Moi, je veux bien, mais à ce moment-là, qu'on ne nous parle pas du danger de la montée de l'antisémitisme dans les autres sociétés, parce que les questions d'antisémitisme dans le monde occidental ou ailleurs, ils sont nourris, à tort ou à raison, par la question de Palestine. C'est-à-dire que nous souffrons dans nos propres espaces, dans notre propre pays, des conséquences de cette question de Palestine. Donc ça veut dire que c'est pas si gelé que ça, puisque ça vient perturber complètement le vouloir vivre ensemble de nos sociétés aujourd'hui.
Et donc, c'est en ce sens-là que je ne pense pas que la question de Palestine soit vraiment à mettre dans la glacière, dans la mesure où elle chauffe beaucoup, y compris chez nous. Je vous remercie infiniment. Donc, des questions brèves, hein, ne refaites pas la conférence. Voilà, quelqu'un a un micro? Oui. S'il arrive, le micro, là. Pour en revenir à l'histoire présente, je voudrais savoir ce que vous pensez de la future conférence internationale sur la paix en Israël-Palestine. Cette conférence était quand même une vieille revendication, mais on peut s'inquiéter aussi vis-à-vis des positions très pro-israéliennes de la diplomatie française sur ses chances d'aboutir. Oui, bon, ça sera le sujet du tome 6, voire du tome 7. Donc, je ne peux pas répondre. Je suis très pessimiste, évidemment, sur le projet de conférence, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Bonjour monsieur, tout d'abord merci pour cette très bonne conférence. Moi j'ai une question par rapport au terme que vous utilisez. J'ai l'impression que vous privilégiez l'expression question de Palestine au conflit israélo-palestinien et j'aimerais savoir pourquoi. Merci. Oui, parce que d'abord c'est le titre de la série. Je ne suis pas le seul à avoir utilisé le terme, entre autres Edouard Saïd a fait un livre portant le même nom, au Question of Palestine. Beaucoup de raisons. Très ancienne, c'est 1930, Ben Gurion qui dit « La victoire du sionisme, c'est d'avoir transformé la question juive en question arabe. » Et donc, ça vous donne déjà une partie de la dimension. Ensuite, parler de conflit israélo-palestinien est réducteur. Le conflit israélo-palestinien est l'un des éléments de la question de Palestine, parce qu'à côté, il y a un conflit israélo-arabe en soi. Et surtout, ça n'explicite pas l'énigme du conflit, qui est pour un enjeu territorial aussi dérisoire, hein, parce que la Palestine mandataire, c'est un gros département français. Donc, pour un enjeu territorial aussi dérisoire, pourquoi on parle d'une conférence à Paris? Pourquoi on parle d'une discussion, d'une signature sur les pelouses de la Maison-Blanche? Et pourquoi je réunis tout le monde ce soir à l'Institut du monde arabe? Et c'est bien parce que la question de Palestine touche énormément d'autres éléments que la seule dimension israélo-palestinienne. Bonsoir monsieur, et merci beaucoup pour votre temps et de partager toute cette analyse avec nous. Je m'appelle José, je suis mexicain et je suis étudiant à Boston University. Vous avez dit qu'il faut un changement politique pour pouvoir arriver à un pas juste et véritable pour les Palestiniens et les Israéliens. Comme vous avez dit, il y a des organismes financiers par l'État israélien enracinés au Congrès américain, comme AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, je pense. Et ces organismes interfèrent dans le processus de responsabilité et font de la paix un but inatteignable. Aux États-Unis, nous faisons le boycott suivant les demandes des mouvements de solidarité internationale dans nos universités. Et mon question maintenant est, avec la situation politique ici en France, que pouvons-nous faire pour obliger ces pays et l'Union européenne à accélérer ce processus et arrêter l'occupation israélienne? Alors, encore une fois, c'est le tome 6 ou 7, voire le 8, puisqu'on se projette dans le futur. Donc, je ne suis évidemment pas, en tant qu'historien, en capacité de vous répondre. Je pense qu'il n'y a de paix possible en Israël-Palestine que par un retour au droit, et que le roi est bien balisé, et contrairement à ce que pense éventuellement mon Premier ministre, voire mon Président de la République, qui semble ignorer les textes juridiques régissant les différents statuts de Jérusalem.
Donc, tant qu'il n'y aura pas de recours au droit, il n'y aura pas de paix possible. Bon, alors, pour arriver au droit, ça, c'est un autre problème. C'est toute l'essence des relations internationales et du droit international. Dans quelle mesure le droit gère les relations internationales, dans la mesure où dans les relations internationales, il n'y a pas de policier et que chaque fois qu'on utilise un policier, on lui soupçonne d'arrière-pensée à un point ou à un autre. Là, c'est un point fondamental à la fois d'ordre juridique et d'ordre humain ou historique. Voilà, l'une des particularités de la question de Palestine, c'est que nous avons un certain nombre d'instances légitimes qui ont dit le droit depuis longtemps. Mais ces instances se sont toujours contentées d'énoncer le droit et de ne pas chercher à les appliquer. Je pense en particulier au Conseil de sécurité, qui aurait le moyen de faire appliquer le droit, puisqu'il peut avoir recours au chapitre 7 de la charte, c'est-à-dire les sanctions, etc. Or, il ne l'a jamais appliqué. Donc, on a le droit, mais on n'a pas les moyens de l'appliquer. Alors, des mouvements citoyens comme BDS me paraissent en effet un mode d'action qui peut éventuellement faciliter l'application du droit. Bonsoir, là-haut. Une question, s'il vous plaît, par rapport au préalable que vous avez posé au départ de votre exposé en disant que c'est un conflit qui oppose d'un côté la force au droit. Le poser comme ça, et surtout pour analyser la période que vous étudiez, est-ce que ça ne vous conduit pas à avoir quand même une lecture biaisée de cette période, dans la mesure où même les partisans les plus convaincus de la cause palestinienne en Israël et qui militent pour une solution politique sont convaincus de leur point de vue, et qui est le nôtre en tout cas, en ce qui me concerne, que c'est un conflit entre le droit et le droit. Et c'est ça la racine de ce conflit. Il n'y a pas uniquement la force contre le droit, en fonction des périodes de l'histoire. La force, ça peut être d'un côté ou de l'autre, mais au fond, ça reste un conflit entre le droit, et c'est d'autant plus difficile à le résoudre. Alors, il y a deux plans différents dans la réponse. Quand je parle du droit, je parle de résolution du Conseil de sécurité à partir de celle de novembre 1967, et en particulier des résolutions du Conseil de sécurité de 1968 et de 1969, qui déclarent nul et non avenu toute annexion territoriale, tout changement territorial à Jérusalem et dans les territoires occupés. Et au-delà, je renvoie, en termes de droit, à l'avis de la Cour internationale de justice de 2002, l'avis dit sur le mur, mais qui définit en réalité quelles sont les frontières légales entre Israël et la Palestine. Donc, c'est ça, quand je dis le droit, il y a un ensemble de textes internationaux dans lequel, d'ailleurs, mon gouvernement l'a voté à l'époque. Bon, je pense qu'il y a quelques amnésies aujourd'hui en France ou aux États-Unis, parce que même ces résolutions déclarant que toute annexion territoriale, tout changement dans la gestion de Jérusalem, qui est une résolution du Conseil de sécurité, j'ai plus le numéro en tête. Moi non plus, là, tout de suite. Donc, sont des choses qu'on a oubliées ou qu'on a refusé de traiter dans la négociation. L'autre élément de savoir si les uns ont raison et les autres n'ont pas tort est autre une question de fond sur le dossier qui doit être traité de façon distincte. Je veux dire par là que d'abord, Oslo prévoit la reconnaissance de deux parties. Donc cette question est réglée au moins dans le cadre d'Oslo. Et c'est d'ailleurs sur cette base de la double reconnaissance que l'avis de la Cour internationale de justice a été défini. Je vous renvoie un texte que vous pouvez trouver sur l'Internet, en français en particulier. D'autre part, est-ce que les Israéliens ou les Arabes ou les musulmans peuvent reconnaître l'État d'Israël comme un État juif? Je pense qu'il y a un problème sur le mot reconnaissance.
Ils peuvent reconnaître Israël comme existant. D'abord parce qu'ils n'ont pas le moyen de faire autrement. Et en tant qu'existant, en tant qu'il y a un peuple israélien juif qui existe, ils le reconnaissent. D'abord, c'est dans les discussions, ils négocient avec eux. Donc, de ce point de vue, ils le reconnaissent parfaitement. Je parle de l'OLP, je parle du Fatah, je ne parle pas évidemment du Hamas. Hein. De l'autre côté, est-ce qu'ils peuvent reconnaître la légitimité du projet sioniste? Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas demander à un peuple de légitimer un projet qui a conduit à l'expulsion de sa terre. Ça, c'est dans l'ordre de l'impossible. Déjà, en 1950, je me rappelle d'un diplomate américain qui travaillait au Liban avec le premier ministre libanais de l'époque, Yad El-Sol, en disant « mais vous devez faire la paix ». Etc. Et Yad El-Sol a ce cri du cœur, je crois qu'il résume toute la position arabe. Et en plus, vous nous demandez de les aimer. Ça paraît totalement difficile. Mais encore une fois, les Palestiniens reconnaissent l'existence de l'État d'Israël et reconnaissent l'existence d'un peuple israélien, juif. Et là, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire la distinction entre le projet sioniste et l'État d'Israël en termes de reconnaissance. Je ne suis pas sûre qu'on ait... Enfin, peut-être une toute dernière question rapide. Elle concerne surtout le souci de l'accès à l'eau, le Golan et le Jourdain pour l'État d'Israël. Est-ce que ce petit élément terre-à-terre n'intervient pas dans le blocage des négociations? Ah oui, certainement. Vous savez, bon, il y a tout le dossier de l'eau et en plus c'est très compliqué, le problème de la gestion des affluents du Jourdain, avec tous les textes qui le régissent justement depuis le début de la période mandatée. Donc, je termine simplement sur ce point qui est notre, qu'on n'avait pas le temps d'aborder, qui était les négociations israélo-syriennes. On a un problème permanent en géographie d'essayer de fixer des frontières par rapport à de l'eau, parce que l'eau, ça bouge. Jadis, enfin, l'Argentine et le Chili avaient défini leurs frontières sur la ligne de partage des eaux. Le problème, c'est que la ligne de partage des eaux, elle a bougé. Hein? Donc, dans le cas précis, toutes les discussions sur la fixation d'une frontière entre la Syrie et Israël dans les négociations a porté sur le lac de Tibériade en français. Et le problème, c'est que le lac Tibériade, il a bougé au sens où il a rétréci de taille avec des sécheresses, etc. Donc, si vous fixez une frontière à 10 mètres du lac, si le lac entre en inondation, est-ce que la frontière se déplace avec le lac? Est-ce que si vous êtes en période de sécheresse, la frontière se déplace parce que la surface du lac se rétracte? C'est un problème dans lequel se sont heurtés les négociateurs en 2000 et qu'ils n'ont pas réussi à trouver une solution. Donc, c'est toujours le problème d'avoir une ligne d'eau pour fixer une frontière. Alors, il me reste à vous remercier encore une fois et à malheureusement informer tout le monde qu'il faudra quitter la salle parce qu'il y a un deuxième événement qui va arriver dans une demi-heure. Voilà.